Bienvenue dans Technologie en pratique, une émission podcast de Equité où nous plongeons dans le monde fascinant des outils et techniques qui transforment le développement logiciel. Je suis Romain Rosvik et je vais oser poser des questions inavouables, incongrues et simples pour mieux comprendre le mode de fonctionnement de la technologie. Bonjour, je m'appelle Julien. Bonjour, je m'appelle William et je suis sur le podcast d'Equité. William, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je suis cofondateur et directeur technique chez JetDev, Yes. qui est une ESN. Et à côté de ça aussi, je suis architecte R&D pour une société en mission. D'accord, et ça fait combien de temps que tu fais tout ça? La tech, ça fait très longtemps que je suis tombé dedans, presque 20 ans je pense maintenant. Mais c'est mon métier depuis 10 ans. Ok, cool. Monsieur Julien, L'invité permanent. l'invité permanent, L'invité permanent du podcast. le de Chavannes de notre podcast. Donc ouais, moi c'est Julien, associé chez Equité, freelance, orga Cloud Nord, speaker à mes heures perdues, enseignant à l'université de Lille, à l'ESG de Lille, voilà, j'ai plein d'activités. Je vais pas refaire tout ça, mais voilà, c'est un peu ce que je fais dans la vie. En fait, là, on est sur la dernière interview donc, du DevFest et William vient juste de sortir de Talk. William, est-ce que tu peux nous donner le titre et l'intrigue de ton talk? Très bien, du coup mon talk c'est intitulé Maîtriser la hype, passion versus raison. Et l'idée c'est de parler un petit peu de cette dualité passion-raison qu'on a dans le métier de la tech. Et qui parfois nous pousse à tomber dans des pièges ou parfois nous tire vers le haut. Alors dans les pièges, tu as un détail? Oui, concrètement ça peut être par exemple la pression sociale. Pression sociale. Exactement. On a l'impression parfois de rater des trains en marche parce qu'on ne suit pas la hype, on ne suit pas les tendances. Je pense aux microservices par exemple, tu as peut-être entendu parler beaucoup. Tout le monde en fait, mais en fait tout le monde n'en a pas besoin. En fait on le fait juste parce que autour de nous on le fait et on pense que tout le monde doit le faire. Alors je lève la main, tu me connais un petit peu, genre je fais du Scrum pour faire du Scrum. C'est exactement ça. C'est le même principe. Ouais. Et souvent du coup je le fais pas bien. Alors souvent c'est pourri. C'est exactement le problème. Et ça fait partie des pièges et aussi parfois on va aller plus vite que la musique et du coup on se retrouve à vouloir aller sur des technos, des frameworks, des technologies qui sont pas du tout prêtes pour partir en prod. Et ça, c'est cool quand c'est un projet perso pour nous-mêmes. Ouais. Par contre, quand c'est un vrai projet chez un gros client, c'est des gros risques financiers potentiels. Donc il y a des vrais dangers quand même à la hype. D'accord. Alors vous êtes tous les deux des personnes de terrain. Julien, toi, tu observes aussi un peu ce phénomène ou cet engouement à vouloir être hype, c'est ça, hein, et dénué de raison. Ouais, en fait c'est... On l'a tous observé en fait. Dès qu'il y a une nouvelle techno, on s'y intéresse, on se dit c'est une techno qui a l'air de résoudre les problèmes de la techno précédente. Et donc du coup forcément, il y a plein de conférences qui en parlent. Donc là on parle du Hype Driven Development, mais on pourrait renommer ça aussi en Conference Driven Development. Tu vois un truc en conférence et du coup tu as envie de le faire en rentrant à la maison parce que tu te dis ça a l'air vraiment incroyable ce framework, cette techno, ça va résoudre tous les problèmes. C'est des choses qu'on peut observer, comme tu dis, sur des projets perso. Ça pose pas de problème, c'est pas très grave parce que la conséquence c'est t'as vautré ton projet perso, voilà, là c'est pas grave. Par contre si tu fais ça en entreprise, là c'est un peu chaud parce que quand t'as des logiciels qui coûtent des centaines de milliers d'euros à développer, parce qu'on est là-dessus, une équipe de dev, on sait ce que ça coûte. Quand tu vautres un projet d'entreprise parce que t'as choisi une techno que t'as vu en conférence qui est pas mature, qui du coup fait que ça marche pas parce que c'est pas la bonne techno dans le bon contexte, etc. Ouais, là c'est chaud et ça peut créer des vrais problèmes. Et c'est des choses qu'on observe, contre lesquelles on doit se battre, nous qui commençons à avoir un petit peu de bouteille. On doit retenir les développeurs en disant elle a l'air cool ta techno, mais on va peut-être pas la mettre en place tout de suite, ou voilà. Et ouais, c'est des choses qu'on voit vraiment partout. Ouais. Tu veux compléter? Non, je suis tout à fait d'accord. Après, pour rebondir sur le côté, parfois on va freiner l'élève, mais en fait, il faut vraiment jouer avec cet équilibre, parce que si on commence à freiner trop, peut-être un profil un peu plus junior qui vraiment s'emballe, on peut peut-être l'effrayer un petit peu pour que lui aille vraiment explorer les choses. Faut vraiment c'est vraiment un équilibre à avoir. Je fais des choses qui me font kiffer et je prends du plaisir et ça me fait grandir quand même d'un point de vue professionnel. Parfois, il faut quand même se dire je dois me brider parce que là, il y a vraiment des enjeux qui peuvent être financiers pour des gros projets. Oui. Il y a une négociation aussi un peu à avoir. Là, ta techno qui a l'air cool, on va pas la mettre en prod sur notre produit, mais du coup, peut-être qu'il y a des éléments que tu peux aller apporter qui peuvent être hype, mais sur un périmètre plus restreint, mieux contrôlé, des choses comme ça. Donc ouais, il y a ces éléments de négociation pour aller quand même trouver de la motivation auprès des gens qui cherchent la hype. D'accord. Et comment t'es venu le sujet c'est parce que tu l'as observé et tu t'es dit il faut absolument que je communique ça? C'est un agacement peut-être? Pas forcément un agacement, mais c'est un truc que j'ai vécu parce que là je m'étais lancé dans un petit projet pour JetDev. Je fais passer les entretiens techniques. On sait tous que les entretiens techniques, ça a tendance à pas être la partie la plus fun.
Et en plus, c'est stressant pour la personne qu'on a en face. Ouais. Du coup, j'ai voulu faire un truc un peu fun, un peu dynamique, où ça me tire par exemple, ça me tire un sujet au hasard. Et on discute de ça et ça fait un point de départ d'une conversation. Et surtout, j'avais besoin d'une bonne excuse pour démarrer un nouveau projet perso, comme d'habitude. Donc, je suis parti là-dessus, j'ai commencé à développer ça. Et je m'étais dit, je vais le faire en Hack-Driven Development, mais de manière consciente. Donc, je me suis mis quelques règles quand même, avec une petite deadline. J'ai commencé mon projet, je commençais à mettre des techno-hacks parce que j'ai eu des trucs en conf, j'ai eu des trucs sur YouTube. Il y a toujours ce collègue quelque part qui te dit vas-y réécris ça en Rust, ça va être cool, donc tu essayes. Et au bout de 2 mois, j'avais pas du tout mon projet qui était fonctionnel. Du coup, j'ai essayé de prendre un peu de recul là-dessus. Je me suis dit, il y a un sujet à discuter parce qu'on voit sur le terrain ce genre de problème. Que tu as des choix précipités sur des technos immatures ou des trucs qui collent pas. Et j'ai regardé, en fait, il y a des talks là-dessus. J'en ai pas vraiment trouvé. Pareil, des articles de blog sur des choses, il y en a pas tellement. Et je me suis dit, pourtant, c'est un truc qui est quand même moteur et essentiel dans notre métier. Et du coup, je me suis dit, je vais en parler, je vais faire un talk là-dessus. D'accord, ok. Je suis intrigué, entre guillemets, voire perplexe. Je sais pas trop comment le cataloguer parce que c'est des échanges, pardon, que j'avais il y a 15 ans, en fait. Et je vois que c'est toujours pas entré forcément dans les mœurs. On avait certains clients, on a travaillé ensemble avec Julien, avec des gros comptes, qu'on appelle ça, et avec des millions d'euros entre les mains, parce que moi j'étais plutôt dans la partie gestion et la partie gestion de budget aussi. Quand on avait des choix technologiques à faire, c'était en adéquation avec le client, parce qu'en fait, lui, choisissait tout le temps la pérennité. Et d'avoir une technologie, alors mature, pour certains obsolète, mais il savait très bien qu'il pouvait toujours adresser d'autres sociétés ou toujours acquérir les mêmes compétences, ou en tout cas des compétences assez récurrentes pour toujours avoir la maintenabilité de ses applications. Je prends un autre exemple. Un autre grand compte sur lequel on a travaillé, il s'est dit vas-y, on va faire du Go là-dessus, on va faire du Rust, on va faire un truc de l'autre côté, on va faire encore une autre techno de l'autre côté, et après, au bout de 3 ans, il se retrouve avec un parc où, oh purée, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Et à la fin, ils ont tout réécrit dans 2 technos qui sont maîtrisés, etc. Voilà. Et en plus, je te coupe, excusez-moi, c'est que après, il y a un truc pas forcément pervers, mais malsain au niveau du management. Parce que c'est quelque chose que je maîtrise beaucoup mieux. C'est les développeurs, là. Les développeuses là-bas. C'est eux le problème. Deuxième argument, non, c'était la techno, le problème. Et voilà, en fait, je pense que le sens même de ta conf, alors moi c'est mon vécu et c'est mon retour d'expérience d'une vingtaine et des dizaines d'expériences, je pense que c'est aussi un peu ça. Qu'est-ce que vous en pensez sur le choix technologique pour la pérennité, en fait, et avoir assez de recul et assez de regard par rapport à ça? En fait, ça fait partie de la gestion de risque. En fait, dans le choix d'une techno, juste ça. Il y a effectivement, est-ce que ma techno, elle va bien répondre aux besoins que je cherche à développer? Est-ce que dans la durée de vie de mon projet va être en prod pendant quelques années? Est-ce que pendant cette durée de vie-là, la techno, elle va être maintenue? Est-ce que je vais trouver des développeurs pour faire évoluer mon projet? C'est ça, en fait, ce que cherchent à adresser les entreprises. Et donc, quand tu vois le logiciel comme un bien de ton entreprise, ce qui est le cas, en fait, c'est un asset de l'entreprise sur lequel tu peux imaginer qu'il y a une période de garantie et que tu vas garder un certain temps. Et sur ces projets-là, tu vas chercher à vraiment avoir quelque chose de stable, de périn, et tu vas aussi faire tes choix en fonction de ta capacité à recruter des développeurs et à maintenir ton projet dans le temps. Et donc ces choix-là, ils mènent forcément à des technos qui sont chiantes. Si tous les gens dans la région font du Java, c'est aussi parce que tous les gens dans la région font du Java, et donc ça permet d'être sûr que tu vas trouver des développeurs Java. Ça fait partie des critères de choix. Et après, sur des périmètres plus restreints, où tu peux te dire, ok, là j'ai un truc, c'est jetable parce que dans 2 ans, on sait qu'on va le remplacer. Là, tu peux faire un choix innovant et puis tester une techno. Et voilà, tout ça, ça fait partie un peu de ces notions de gestion de risque et de choix de techno. Tout se mélange. Mais sur les projets que nous on a vécu, c'était ça la raison. J'avoue. Toi, Will, quand tu as fait ta conférence, si tu pouvais essayer de résumer en 2-3 messages ce que tu voulais faire transmettre au public, ça serait quoi? Alors, le premier, ce serait de rester critique. D'accord. C'est-à-dire que c'est important en tant que développeur de se tenir à jour, mais il faut le faire avec un certain esprit critique. C'est quelque chose qui se travaille tout au long d'une carrière, je pense. C'est vraiment quand on regarde une vidéo YouTube qui nous présente quelque chose, ou un post sur LinkedIn ou sur X par exemple, ça va se dire, ok, est-ce que c'est du blabla commercial? Est-ce que c'est pas juste une copie un peu différente de la chose précédente? C'est vraiment de creuser, voire d'essayer soi-même. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à faire la part des choses entre le concret, la plus-value et ce qui peut être juste du marketing. Ok. C'est le premier grand axe, c'est de rester critique. Ça s'applique aussi quand on va faire des choix. On va prendre des décisions. Dans ma présentation, je parle des ADR notamment.
c'est un outil d'aide à la prise de la décision. En fait, sur tout un cycle de vie de projet, chaque vraiment décision impactante, on va la noter dans un document. On va vraiment devoir avoir des réflexions logiques dedans, un cheminement pour expliquer à toute son équipe à qui on va partager le document pourquoi on fait ce choix. Et ça oblige à prendre du recul, à se dire, ok, moi j'ai un affectif pour peut-être un framework, mais on va prendre celui-là parce qu'il est plus adapté pour tel. Voilà. Après, il y a l'adoption progressive et c'est important parce que quand on veut migrer vers un nouveau framework, parce qu'on ne trouve plus par exemple de profil pour travailler sur ce projet-là, parce qu'elle est trop ancienne, ou bien on trouve des failles de sécurité qui sont peut-être pas fixées parce qu'on a atteint la fin de vie du produit. À ce moment-là, on a envie de pivoter généralement vers une autre techno. Ça, c'est quelque chose qu'on va préparer en amont. Comme l'a dit Julien, en fait, nous, on va passer quelques mois à écrire un logiciel, mais parfois, il va rester 10, 12, 13 ans dans une société. On va devenir du legacy. Ouais. Et si on a bien pensé notre logiciel en faisant des tests automatisés qui testent en boîte noire pour nous faire un filet de sécurité, ou même si on décorrèle vraiment notre code métier du framework, de la partie vraiment qui risque de bouger, là, on va pouvoir faire potentiellement migrer ce projet au fil des années sur des choses plus nouvelles, plus hype aussi, et qui auront des profils disponibles. D'accord. En tout cas, c'est très clair. Moi, je suis totalement... Alors, j'ai pas pu y venir parce que, bon, t'imagines bien que j'étais ici, mais ce sont ce genre de conférences et de choses qu'il faut que j'aime bien, en fait. Et ça peut toucher aussi... alors, ça touche forcément un peu tout le monde, mais particulièrement, je pense, les jeunes qui vont rentrer dans le domaine du professionnel. Pour dire que, en fait, la vraie raison n'est pas la technologie en tant que telle, c'est de prendre assez de recul par rapport à ça. Et j'ai envie de vous dire, alors je suis pas tech, mais c'est un peu votre job, quoi. Oui. C'est un peu votre job en tant que CTO, en tant que passionné de tech, de mettre un peu ce recul-là. Ouais. Tu as une petite réaction par rapport à ça? Alors du coup, je rajoute un complément à ce que tu disais sur les ADR. En fait, le fait de cadrer les choix avec les ADR, donc dire dans quel contexte on a pris une décision. Ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que ça documente la décision pour le futur. Et ça permet, ça tu l'as très bien expliqué dans ta conférence, quand tu as des nouveaux développeurs qui arrivent dans un projet et qui disent « Ah, ce truc-là, pourquoi c'est fait comme ça? C'est n'importe quoi ». Eux, ils n'ont pas tout le contexte de construction du logiciel et qu'est-ce qui a amené à cette décision. Et en fait, le fait de l'avoir écrit, d'avoir passé du temps à réfléchir et noter tous les contextes qui ont amené à la décision, ça permet aussi de le documenter, de le montrer aux gens et puis d'expliquer « Bah ouais, regarde, on a pris cette décision à un instant T dans tel contexte. Et cette décision, on peut la rechallenger aujourd'hui, pourquoi pas. Mais du coup, le contexte a peut-être changé. Oui. Et donc, c'est aussi pour ça que tu poses la question. Ouais, okay. C'est essentiel. Et ce que souvent des gens oublient, et c'est là où l'outil il est intéressant, c'est que toute décision, elle est prise dans un contexte. Il y a des avantages, des inconvénients. Et nous, on doit faire des compromis entre tout ça. Entre l'hype et les trucs boring, on doit faire des compromis entre des choses qui vont attirer des développeurs et des choses qui vont les repousser. Entre des choses qui vont durer dans le temps et des choses qui seront moins pérennes. Et voilà. Ok. Et toi, Will, tu fais aussi forcément du recrutement. Oui. Tu fais aussi de l'évaluation par rapport à des personnes qui viennent se présenter dans ton entreprise et dire est-ce que ils intègrent ou pas. Est-ce que ce sont des questions que tu poses? Est-ce que ce sont des choses qui sont importantes chez JetDev et dans tout votre collectif? Oui. Après, je pose des questions qui vont être du type est-ce que tu fais de la veille techno? Après, de toute ma carrière, c'est-à-dire 10 ans, j'avais rencontré un développeur qui m'a répondu moi à cette question. Par contre, moi, ce qui va vraiment m'intéresser, ce que je cherche vraiment à voir, c'est si la personne, elle ne néglige pas les bases. Ça, pour moi, c'est super important. Parce que vraiment, les concepts fondamentaux, ils changent pas vraiment. Ouais, je suis d'accord. Ils vivent pendant des années et des années. Les technos, elles viennent, elles repartent. Parfois très vite, parfois plus lentement. Et pour moi, ce qui est vraiment important, c'est quelqu'un, quand je le rencontre, je veux comprendre qu'il a bien compris les concepts fondamentaux, qu'il sait pourquoi il fait un choix sur une techno. Et qu'une techno, c'est juste un outil pour lui. Je comprends les gens qui font une formation vraiment focus sur une techno, sur un framework. Le problème de ça, c'est que quand le vent tourne et que la techno elle n'est plus hype et où elle est remplacée par une autre, en fait, on perd cette connaissance qu'on avait, on la perd en quelque sorte. D'accord. Alors qu'avec des bases solides, on est plus apte à migrer d'une partie à l'autre. Et justement, notre carrière, elle va être beaucoup plus longue dans le temps. C'est vraiment le genre de choses que je recherche. Après, c'est vrai que c'est important de suivre les tendances, de suivre ce qui sort. Parce qu'en plus d'avoir des outils nouveaux, souvent c'est aussi des façons de penser, des façons de résoudre des problèmes. Et ça, c'est super important. Ok, c'est très clair en tout cas. Mais on a plus ou moins le même principe, en tout cas, c'est vachement cool. Pour terminer ce podcast, la dernière question est pour toi. Tu referais une conf au DevFest Lille?
Alors, je pense que oui. Pour moi, c'est la première fois que je parlais des festines. Alors, J'ai beaucoup apprécié parce que il y a ce côté, je pense que ça joue aussi le fait qu'on soit dans le Nord. Mais il y a vraiment ce côté bienveillant, super accueillant, on passe un bon moment. Il y a toujours la pression, mais c'est de la pression mais c'est positive. naturel ça. Après, il y a aussi de la pression en termes de bière, mais ça aussi, c'est très local. Surtout sur mon stand. Surtout sur notre stand. Mais oui, volontiers. Ce serait avec grand plaisir que je revienne l'année prochaine. Et j'ai beaucoup d'idées de talk à donner. Ah, cool. Donc voilà. Ça, c'est beau. Bon, en tout cas, messieurs, ainsi se termine le podcast, l'émission, mais aussi le salon. Ouais. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté Technologie en pratique. Restez avec nous pour les prochains épisodes où nous continuerons de découvrir des outils et des techniques. En attendant, continuez d'explorer, d'apprendre et d'innover.